Bonjour les amis, bonjour à tous les fidèles de notre petite chaîne, bonjour Hervé, qui a encore accompli sa mission, on va utiliser ces termes compte tenu de son lourd passé militaire. Il a donc accompli sa mission et nous a préparé un décodage de la semaine qui vient de s'écouler sur les plans militaires. Alors j'utilise le pluriel parce qu'il y a bien évidemment l'Ukraine et la Palestine. Donc je lui passe la parole. Donc, une présentation comme d'habitude en 3 volets. Un, le conflit en Palestine, 2, le conflit en Ukraine et ensuite on terminera par, un petit peu d'informations et de désinformations. Donc j'ai fait au mieux cette semaine étant donné qu'en ce moment j'ai pas mal de boulot. Alors on va partager l'écran. Voilà. Nous y voilà. C'est bon, tu vois là ou pas? Ah bon, voilà, plein écran, c'est parfait. OK, très bien. Donc on va commencer par, d'abord avoir une focale, large sur le conflit en Palestine et ensuite peu à peu se concentrer sur la zone, qui est la plus active, c'est-à-dire la bande de Gaza. Donc, concernant l'environnement géopolitique et géostratégique de ce conflit, bien sûr, la menace Houthi en mer Rouge et au large du golfe d'Aden, eh bien, après avoir eu la mise en place d'une coalition maritime sous l'égide des États-Unis pour protéger le trafic maritime, eh bien, les Européens sont en train de monter en autonomie stratégique leur propre coalition maritime avec différents navires qui sont déjà présents dans la zone. Donc, c'est plutôt un bon signe hein, sur le plan de l'autonomie stratégique européenne, sachant que cette zone est vraiment vitale pour l'Europe en termes de trafic maritime et de flux logistique, et notamment en ce qui concerne d'ailleurs le trafic des hydrocarbures hein, qui passait par cette zone et qui maintenant est détourné par le cap de Bonne-Espérance, donc avec des délais supplémentaires de l'ordre de 10 jours, et bien sûr un surenrichissement. Alors, un prix plus excessif voilà, des hydrocarbures lorsqu'ils arrivent dans les ports européens. Maintenant, intéressons-nous donc à cette base américaine qui a été attaquée le 28 janvier 2024 par un drone et qui a fait 3 morts et une trentaine de blessés. C'est une base américaine qui se trouve en Cisjordanie, à la frontière de l'Irak et de la Syrie. Donc, cette base-là est destinée à assurer en fait un soutien en termes de formation aux forces de la zone, hein, que ce soit les forces des pays alliés, hein, notamment la Cisjordanie et puis l'Irak, et éventuellement, bien sûr, également fournir du renseignement sur la zone. Donc, cette base a été attaquée. Le président Biden avait promis une riposte. Ils ont mis une semaine pour préciser la riposte. Je pense que les Américains euh, sont très attentifs au fait de ne pas aller vers une escalade régionale qui impliquerait directement l'Iran. Donc, apparemment, des frappes ont lieu sur le sol syrien et sur le sol irakien cette nuit et donc des frappes qui sont très certainement ciblées sur des objectifs liés à la résistance islamique en Irak, qui est un groupe chiite lié à l'Iran et qui est responsable de ces attaques, des attaques qui sont assez nombreuses hein, sur les bases américaines. Hein. Là, vous avez la carte des bases américaines qui se trouve dans la zone. Et donc, depuis début octobre, c'est pas moins de 150 attaques qui ont lieu sur ces bases. Donc, les Américains sont très clairement ciblés depuis le début des opérations sur Gaza. Alors, je voudrais faire deux petites observations, je t'interromps. Vas-y, hein. La première, c'est que concernant cette fameuse Tour 22, la Jordanie a dit c'était pas chez nous. C'était pas chez nous, alors que les Américains ont dit c'était en Jordanie. Alors, Donc, c'est un complexe qui comprend la base illégale américaine installée là, à mon avis, pour permettre de continuer à manipuler ISIS-Daesh, et puis les autres dont je me rappelle plus comment ils s'appellent, ceux dont Laurent Fabius trouvait qu'il faisait du bon boulot. Et donc, cette base sert aussi au vol du pétrole syrien, ce qui est quand même extraordinaire.
C'est extraordinaire. On a les États-Unis, le grand pourvoyeur de l'ordre international selon les règles, qui viole le droit international, s'installe chez les autres, met des bases militaires et vole ses ressources. Bravo. Ça, c'était ma première observation. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas exactement où ont eu lieu ces frappes, mais c'est très probablement sur la base syrienne. La deuxième observation, d'après ce que raconte la presse américaine, y compris la presse mainstream, les frappes sont symboliques pour apaiser un peu les va-t-en-guerre américains, Lindsey Graham, le sénateur pour ne pas le nommer. Et il paraît, c'est Seymour Hersh qui dit ça, il paraît que l'Iran aurait été informé des lieux où ces frappes auraient lieu pour pouvoir les évacuer si nécessaire et éviter qu'il y ait des dégâts. Ça s'était déjà produit d'ailleurs au moment de l'assassinat de Soleimani, quand Trump avait autorisé le bombardement de sa voiture, je crois que c'était ça, alors qu'il était en Syrie. Et il y a eu une riposte iranienne, mais les Iraniens avaient prévenu, pour éviter l'escalade, les Iraniens avaient prévenu, on va taper cet endroit, donc débrouillez-vous pour qu'il n'y ait personne. Ça paraît curieux, mais ce sont des méthodes qui peut-être évitent l'escalade, et je trouve que c'est préférable. Oui, moi je pense que, comme tu le dis très bien, les États-Unis et les Iraniens font très attention à éviter une escalade qui leur serait préjudiciable de part et d'autre. Mais il faut qu'ils sauvent la face. Oui. Ce qui est fou, parce que c'est des vies de dizaines de milliers de personnes qui dépendent des problèmes d'amour-propre des dirigeants américains, des dirigeants iraniens. Bon, c'est la guerre. Alors maintenant, la problématique des otages en Israël redevient prégnante dans la mesure où il y aurait apparemment des négociations qui seraient en cours, bien sûr en impliquant le Qatar, mais notamment les États-Unis, puisque les États-Unis sont la poignée d'éventail de tout ce qui pourrait se passer dans cette zone-là. Apparemment, il y avait des négociations qui ont eu lieu également à Paris la semaine dernière. L'idée serait d'arriver vers une trêve d'environ 2 mois, d'aboutir à la libération de la totalité des otages, des 132 otages qui restent, dont apparemment 28 seraient morts, et évidemment de permettre au Hamas également d'avoir accès à une zone qui serait entre guillemets protégée des frappes israéliennes pendant 2 mois. Donc, ça serait la zone entre Khan Younes et puis Rafah, là où se trouve la majorité de la population palestinienne dans des conditions qui sont tout à fait inquiétantes. Alors maintenant, ce qui est intéressant, puisqu'il ne faut pas l'oublier quand même si en Israël, il y a un gouvernement d'extrême droite qui est au pouvoir, c'est quand même une grande démocratie avec des débats au Parlement et puis des partis qui sont représentés, notamment des partis qui représentent les Arabes israéliens. Et donc, il y a un député juif hein, du Parti arabe israélien qui a, lui, dénoncé le génocide perpétré sur Gaza en cohérence avec les délibérés de la Cour internationale de justice. Donc, contre ce député, une procédure disciplinaire a été engagée. En tout cas, ça montre qu'il y a un vrai débat en Israël, malgré tout ce que on peut entendre dans la bouche des représentants du gouvernement israélien actuel. Alors, je voudrais, à ce sujet, parce que c'est un grand débat, moi, Israël, seule démocratie du Proche-Orient, je rappelle que le Liban en est une, où il y a des élections, parce que si c'est le critère sont les élections, je rappelle quand même qu'en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid, c'était très démocratique si vous étiez blanc. Vous pouviez voter, les gens votaient au renouvellement de l'apartheid. Donc, sur la zone contrôlée par l'État d'Israël depuis 1967, la totalité de cette zone, si vous êtes israélien, vous avez effectivement incontestablement le droit de vote. Mais si vous êtes, et il y en a des millions,
sur les zones contrôlées par Israël. Si vous êtes palestinien, ben non, vous êtes un citoyen de deuxième, troisième ou quatrième ordre. Moi, j'aime pas cette présentation qui se contente de regarder cet aspect des choses, c'est-à-dire le vote. Alors, incontestablement, il y a des débats et il y a une presse libre, je reconnais là aussi, bien qu'elle subisse des pressions. Je pense en particulier à Haaretz. Alors, comment, Ofer Kassif, mon cher Hervé, il est député du Parti communiste Ah, israélien. Ah oui, il y en a un, et il est juif. Il y a un député arabe israélien qu'ils ont expulsé physiquement. Il y a eu des incidents de la Knesset, et Ofer Kassif a, lui, pris le relais, et il est juif en ce qui le concerne, et il a bien évidemment des pressions assez importantes. C'est extrêmement tendu. oui, tu as raison de rappeler qu'en fait, il y a deux situations sur le plan démocratique en Israël. Il y a les gens qui sont considérés comme des citoyens israéliens, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou arabes, hein, ce sont les citoyens arabes israéliens qui ont le droit de vote. Et puis après, il y a les gens qui vivent dans les zones qui sont contrôlées par l'armée israélienne et qui sont des zones qui sont non reconnues, bien sûr, par l'ONU et notamment qui ne sont pas légales au plan international. Donc c'est la Cisjordanie et bien sûr la bande de Gaza avec ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Alors maintenant, ce qu'il faut remarquer, hein, on avait commencé à l'annoncer il y a 2 semaines, et puis surtout, dès que l'on a imaginé, entre guillemets, l'opération israélienne et qu'elle s'est globalement déroulée comme on l'avait proposé dès le 15 octobre, on avait souligné le fait qu'il y avait un risque de retour à la clandestinité de certaines forces palestiniennes, notamment des groupes combattants, de manière à créer des phénomènes de harcèlement sur les arrières des forces israéliennes. Eh bien, c'est en train de se réaliser. Et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle pour les forces israéliennes dans la mesure où ce sont des forces qui reposent essentiellement et majoritairement sur une mobilisation de réservistes, hein. Et donc, ça laisse augurer, en fait, si jamais les opérations actives sur la bande de Gaza venaient à se terminer, sur une guerre d'usure et de harcèlement qui pourrait perdurer très très longtemps. Alors très rapidement, les centres de gravité actuels des belligérants sont au rouge ou à l'orange, que ce soit de part et d'autre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que sur le plan des objectifs stratégiques qui sont poursuivis par les belligérants, eh bien, actuellement, on peut considérer que les forces combattantes palestiniennes ont plutôt atteint leurs objectifs et que, en parallèle, Israël a du mal à atteindre ses objectifs. Très rapidement, sur les zones en Palestine d'affrontement, toujours une focalisation sur Gaza. On va détailler ça de manière un peu plus précise après. Sur la Cisjordanie, j'ai l'impression que, bon, à ma connaissance, il n'y a pas d'événement majeur. Il semble que la situation soit plus ou moins maîtrisée sur la Cisjordanie par les forces israéliennes. Par contre, il y a une très nette baisse de l'activité de frappe mutuelle sur la frontière libanaise pour ce qui concerne cette semaine. On ne peut pas oublier qu'un des objectifs stratégiques du gouvernement israélien actuel, c'est faire ce qu'ils font sur la bande de Gaza, donc un coup de balai d'une certaine manière, en souhaitant qu'une grosse partie de la population palestinienne quitte la bande de Gaza et traverse sa frontière égyptienne. Et dans une deuxième étape, ils souhaiteraient évidemment faire de même sur la Cisjordanie, en poussant une partie de la population palestinienne vers la Jordanie. Alors voilà, on est vraiment très clairement sur une phase des opérations terrestres sur la bande de Gaza qui commence à être problématique pour Tsahal, parce que de facto, bon, c'est maintenant reconnu par l'armée israélienne, sur la ville de Gaza, donc au nord de la bande de Gaza, il y a des opérations de groupes combattants palestiniens qui recommencent, hein, des opérations de harcèlement et des opérations également de tir de roquettes sur les villes israéliennes qui sont à proximité. Alors évidemment, on n'est pas sur le même niveau de capacité de tir qu'il y avait avant les opérations terrestres euh, du 27 octobre, mais on est quand même sur cette problématique de contrôle de la zone
de la ville de Gaza. Et ça va être un enjeu majeur pour les forces israéliennes pour la suite des opérations. Toujours cette problématique, bien sûr, de la population palestinienne, et on remarquera que dans nos médias, plus personne n'en parle. On en a parlé il y a quelques semaines, plus personne n'en parle parce que ça devient de plus en plus dramatique, et évidemment, ça mettrait nos médias dans une situation d'incohérence entre la couverture qu'ils font du conflit en Ukraine et du conflit en Palestine. La seule solution pour ces populations palestiniennes serait que le Conseil de sécurité de l'ONU décrète une zone de sécurité humanitaire avec une interdiction d'activité militaire dans cette zone, et de manière à assurer le soutien de cette population. Alors, pour en revenir à ce que je vous disais, quand on regarde la carte actuelle euh, du contrôle de la bande de Gaza par les forces israéliennes, eh bien, les zones en orange sont des zones ou qui sont contrôlées ou des zones où il y a actuellement des combats. Donc, vous voyez que par manque d'effectifs ou par choix peut-être tactique, les forces israéliennes ont quasiment abandonné le nord de Gaza, donc la ville de Gaza, pensant que très probablement la zone était sécurisée, mais ce n'est pas le cas, puisque donc de manière clandestine, des groupes armés ont rejoint cette zone, ou alors ce sont... Parce qu'il y a toujours eu une population quand même qui est restée dans cette zone-là, après être passée de manière... Euh, s'être laissé dépasser par les forces israéliennes, maintenant reprennent le combat au nord de la bande de Gaza. Donc c'est vraiment un sujet qui est assez inquiétant pour les forces israéliennes et pour la durée du conflit. Donc une autre carte qui atteste des zones où il y a eu des combats, où il y a des combats. Il est évident qu'actuellement les combats se concentrent sur la ville de Khan Younes. Un petit retour sur le niveau de destruction quand même des infrastructures de Gaza. 45% des immeubles résidentiels de la bande de Gaza auraient été détruits. Vous imaginez, hein, ça veut dire que nous avons quasiment 1 million de personnes qui se retrouvent sans domicile. Sans domicile, et si jamais ils étaient autorisés à retourner sur leur site, les sites où ils habitaient, bon, notamment au nord de la bande de Gaza. Alors pour l'instant, j'ai quand même quelques doutes, hein, vu que les combats sont en train de reprendre au nord de Gaza, eh bien, on aurait une vraie problématique d'hébergement de ces populations qui ne pourraient être prises en compte que par des organisations internationales. Donc, c'est le résultat d'une politique délibérée hein, d'Israël de destruction des bâtiments de la bande de Gaza. Alors, si on fait un point dramatique de ce qui s'est passé durant la semaine, où en sommes-nous en termes de morts, hein, quelles que soient les origines, on serait à plus de 26 000 morts palestiniens. Sur le chiffre des journalistes, tu avais annoncé 110, moi j'ai vu 107, mais globalement, on serait sur ce chiffre de 110 morts. C'était censé être en décembre 2023. Le Hamas, on sera à peu près sur les statistiques pardon, de 9 000 morts. Et Tsahal, d'après les statistiques de l'armée israélienne, hein, 224 morts depuis le 27 octobre et 561 morts depuis le 7 octobre. Alors évidemment, on peut gloser sur ces différents chiffres. Euh, on peut regarder les tendances, hein. Les tendances sur Tsahal, très clairement, on est sur des phases de la guerre où, globalement, par semaine, alors je mets de côté la semaine dernière où ils avaient eu 26 morts, globalement, ils ont 4 ou 5 morts par semaine. Alors qu'au début de l'opération, ils avaient 1 à 2 morts par semaine. Donc, on voit qu'il y a un très clair durcissement des combats. Alors, j'ajoute à ce bilan, Hervé, les 150 employés de l'UNRWA, ou je ne sais pas comment on prononce, peu importe. Et c'est important parce que la France et d'autres pays, les États-Unis évidemment, ont suspendu le financement de cette organisation, dont je rappelle qu'elle a été créée après la déclaration unilatérale d'indépendance d'Israël en 1948, pour s'occuper et prendre en charge les réfugiés palestiniens. Et donc, paraît-il, 12 employés auraient eu des liens avec le Hamas, et Israël prétend, sans que, et ça j'ai entendu un responsable français de l'ONU dire, nous n'avons aucun
document, aucun élément probant sur. Il ne conteste pas hein, que ça a été possible. Moi, je pense même que c'était probable. Mais il y a eu 12 donc, employés de l'UNRWA qui auraient été en collusion avec le Hamas et qui auraient gardé chez eux des otages. C'est ce que prétend Israël. Et embrayant immédiatement avec la servilité que l'on connaît aux Européens vis-à-vis des États-Unis, ces pays ont suspendu leur financement. Moi, je pense que ça a une raison. Les 107 ou 110 journalistes morts, il y en a une bonne partie qui sont volontairement qui ont été volontairement tués, une autre partie qui sont des dommages collatéraux, et la suspension du financement de l'organisation de protection des réfugiés, qui est la seule structure qui a accès à Gaza. Pas oublier qu'il y a des bandes de colons israéliens qui viennent devant les entrées de Gaza pour empêcher que les camions d'aide humanitaire puissent rentrer dans un endroit où, tu viens de le dire, 45%, on est en plein hiver quand même. Hein, c'est pas parce que c'est au bord de la Méditerranée qu'il ne fait pas mauvais. Et donc, empêchant ces camions de rentrer. Donc, la suspension à ce moment-là, sur la base d'une accusation israélienne des financements de cette structure, qui dépend de l'ONU, hein, c'est une organisation de l'ONU, a vraiment pour but d'éviter que on puisse témoigner, qu'il y ait des gens qui puissent témoigner, et l'UNRWA en faisait partie, de ce qui se passe en réalité. Et c'est d'autant plus important que, je rappelle, et là j'invite nos spectateurs à prendre connaissance de la vidéo que j'ai publiée hier sur l'ordonnance de la CIJ, parce que celle-ci, après avoir constaté l'existence d'un risque de génocide, après avoir demandé à Israël de prendre les mesures pour éviter que ce risque ne survienne, ils ont donné rendez-vous à Israël dans un mois pour qu'elle vienne expliquer ce qu'elle avait fait pour empêcher cette survenance. Donc, le fait d'empêcher les témoignages, d'empêcher que on puisse expliquer réellement en dehors des sources israéliennes ce qui se passe, c'était tout à fait volontaire. Et que M. Macron se soit à nouveau, mais ce n'est pas la première fois, déshonoré avec cette suspension, et quand on est français, parfaitement consternant. Très bien. Donc, passons au deuxième conflit, le conflit entre l'Ukraine et puis euh, la Russie. Alors, premier constat, c'est l'échec des sanctions économiques, hein. Donc, la croissance russe est en hausse de 2,6% en 2024. Enfin, c'est les prévisions sera en hausse en 2024 de 2,6%. Ce sont les prévisions du FMI. Donc, on est sur un échec probant des sanctions. Et par contre, un effet boomerang pour les pays de l'Union européenne, et notamment l'Allemagne, qui est également avéré. Alors, le 1er février 2024, le Conseil européen s'est réuni pour voter des budgets destinés à- à financer des actions prioritaires pour l'Union européenne. Et l'on voit que le soutien à l'Ukraine, c'est la part belle du vote de ce budget. Alors, n'oublions pas que nous sommes quand même face à des pays qui sont pour la plupart endettés, voire très endettés, comme la France, et que cet effort pour soutenir l'État ukrainien entre 2024 et 2027, après avoir réussi à avoir l'accord du président Orban, euh, va permettre de financer un État qui est failli, hein. Donc l'État ukrainien attendait avec impatience ce budget pour pouvoir continuer à fonctionner, hein. On n'est pas sur un budget militaire, c'est un budget qui est totalement civil pour payer les fonctionnaires, pour payer les militaires, les policiers, pour tout simplement continuer à fonctionner un minimum. Voilà. Deux petites observations. Alors, une souriante, mon cher Hervé, parce que il faut aller sur le compte Twitter d'Hervé. Parce que quand il y a un certain nombre d'informations de ce type, on sent bien la contrariété chez Hervé. Il dit, mais comment est-ce qu'on peut faire de pareilles bêtises? Qu'est-ce que c'est que ces initiatives et tout? Et en général, d'abord, ça donne beaucoup d'informations hein, entre les différentes vidéos, j'en ai déjà parlé. Donc, abonnez-vous au compte d'Hervé. J'ajoute que euh, ça va nous ramener ou nous approcher du problème politique interne
à l'Ukraine, j'ai entendu Zelensky parlant à des journalistes, je crois que c'est une journaliste allemande, et disant, écoutez, vous savez, vous avez pas mal de réfugiés ukrainiens chez vous, vous les prenez en charge, ils ont accès, ils sont aidés, ils ont accès à un certain nombre de prestations, eh bien, vous leur supprimez ces prestations et puis vous me les envoyez directement. Comme ça, je pourrais racheter 2 ou 3 villas. Hein. Non, mais c'est invraisemblable. Alors, quand je dis ça, c'est pas tellement de la polémique. J'ai lu plusieurs interventions de parlementaires américains, du Sénat, républicains, mais aussi démocrates, disant, mais attendez, c'est un puits et c'est un modèle de corruption. C'est extraordinaire. Donc, voilà. Zelensky, sans que le journaliste ne s'en offusque, vient dire, ou la journaliste, je ne sais plus, vient dire, écoutez, les réfugiés, laissez-les tomber, ils ont fui la guerre, rassemblez cet argent que vous leur donnez, qui est par conséquent gaspillé, et envoyez-le-moi. On en est là. Oui, en tous les cas, d'ailleurs, le fait que Viktor Orban soit très réticent à voter ces budgets, c'était lié en fait au problème de la corruption en Ukraine. Attention, lui, il n'aurait pas dû, parce que l'Europe, c'est la paix. Hein. On est en train de lui faire des sanctions et on veut effondrer, selon la grande technique bien connue de Bruno Le Maire, on veut lui effondrer son économie, ce qui est extraordinaire. Quoi. Alors on dit, oui, mais la justice va pas bien, la presse, etc. Non, ce sont des prétextes. Hein. On veut le faire plier parce que on a des règles qui veulent que un certain nombre de décisions soient prises à l'unanimité. C'est gravé dans le marbre. Ah ben non, ah ben non, quand il s'agit de financer l'Ukraine et d'obéir aux États-Unis, dans ce cas-là, on viole nos propres règles. L'Occident part en courant vers la catastrophe. Enfin, moi, il n'y a pas que, il a pas que Emmanuel Todd qui le dit, mais quand on voit des choses comme celle-là, on se dit, ils osent tout, sans référence au film Les Tontons Flingueurs. Alors maintenant, également, lorsqu'on s'intéresse à ce qui se passe aux États-Unis, aux déclarations, le directeur de la CIA était assez clair, puisqu'il considère que la guerre en Ukraine, c'est un investissement relativement modéré. Bon, modéré pour qui? Certainement pas pour les Ukrainiens. Donc on voit très bien que cette guerre-là, est en fait un affrontement entre la Russie et les États-Unis sur une problématique de grande puissance. Alors, c'est intéressant, Hervé, c'est que Burns, il a été ambassadeur à Moscou. Et c'est un article dans Foreign Affairs, qui est l'organe de la diplomatie américaine. Et donc, il dit ces choses-là qui sont assez choquantes, c'est vrai, comme tu le dis, au prix du sang. Mais il dit aussi une chose dans le corps de l'article, il dit notre puissance qui a été réelle est amoindrie. Elle est beaucoup moins nette qu'elle l'était et la situation mondiale est de ce point de vue difficile pour nous. Oui, ah bah, de toute façon, à partir du moment où tu as, entre guillemets, un hégémon qui met en place une Pax Americana, comme il y avait la Pax Romana sous l'Antiquité, et que cette paix n'est plus assurée, tu peux considérer que la puissance tutélaire est en train de s'affaiblir. Alors maintenant, suite malheureusement aux différentes frappes ukrainiennes sur le sol russe, évidemment, il y a eu une réaction du Kremlin avec une vieille idée du président Poutine qui est ressortie, celle de la mise en place d'une zone démilitarisée en Ukraine. Bon, on peut se poser quand même la question de la réalisation et des possibilités de réalisation d'une telle zone. Donc j'ai lu un billet de Karine Béchette-Golovko, là, qui a fait toujours des commentaires et des billets qui peuvent être intéressants, puisque comme elle est en Russie, ça permet d'avoir le sentiment en interne des débats qu'il peut y avoir en Russie. Il est clair que tout le monde se pose la question quand même de la faisabilité en Russie de l'annonce du président Poutine. Qu'est-ce que cela veut dire sur le plan opérationnel? Alors maintenant, dans la lignée de cette situation d'impasse dans laquelle se trouvent les Occidentaux, alors quand je parle des Occidentaux, c'est les États-Unis et puis les alliés européens, face à une impasse de la guerre en Ukraine et surtout une impasse de la stratégie globale qui avait été conduite, et notamment celle des sanctions, il y a une forme
d'agitation autour d'une guerre directe entre l'OTAN et la Russie qui pourrait arriver dans les 10 ans à venir. Donc c'est parti de l'Allemagne, bien sûr des Pays-Baltes, de la Pologne, et la Grande-Bretagne ne s'est pas gênée pour surenchérir. Donc est ressorti ce Marocain, cette Arlésienne du service militaire dans certains pays, et notamment en Angleterre. Bon, il faut bien comprendre que si jamais il y avait une décision en France de réinstauration d'un service militaire, je rappelle que le service militaire a été suspendu par le président Chirac et non pas définitivement abandonné, mais toutes les infrastructures qui permettaient d'accueillir, d'instruire, de former, d'équiper une armée de conscription ont disparu. Je rappelle que l'armée de conscription, quand elle a disparu, en gros, c'était 800 000 conscrits par an, donc c'était énorme. C'était un budget de mémoire d'environ 17 milliards d'euros annuels, hein, je peux me tromper, mais on est sur ces ordres-là. Ce qui a expliqué d'ailleurs la baisse de la part en PIB du budget de défense de la France, puisqu'à l'époque, on était aux alentours de 3% du PIB lorsqu'on avait une armée de conscription, une armée de masse, et que la question à se poser, oui, on peut très bien comprendre que on s'interroge sur une armée que l'on a qui a toutes les capacités, mais de manière échantillonnaire et qui n'est pas très nombreuse, hein, puisque l'armée de terre, globalement, c'est moins de 100 000 personnes. Hein. Donc, on dit l'armée de terre, elle rentre dans le Stade de France, hein, toute l'armée de terre. Donc on voit qu'on est face à des effectifs qui sont très très faibles. On n'a jamais été aussi faible en termes d'effectifs et de nombre de moyens, même si la qualité est là. Donc on peut s'interroger sur peut-être un autre modèle qui pourrait permettre de gagner en effectif et en efficacité, et notamment un modèle qui assurait la défense opérationnelle du territoire. C'est un concept qui a été également abandonné, hein, le concept de défense opérationnelle du territoire, qui a été abandonné juste après justement l'abandon de la conscription. Et cette défense opérationnelle du territoire, dans les années 70, 80, 90, était assurée à part égale par des unités de réservistes, justement, et les unités de gendarmerie. Donc la défense opérationnelle du territoire, ce sont des unités territoriales, comme celles que l'on peut voir actuellement en Ukraine, qui c'est l'infanterie légère, hein, globalement, et ces unités qui sont engagées pour tenir les tranchées, notamment les positions, après que les troupes de manœuvre sur le front ukrainien aient conquis des positions. Voilà, donc une vraie réflexion qui mérite d'être posée et d'être étudiée au moins dans notre pays, mais qui ne sera pas sans implications budgétaires dans tous les cas de figure. Alors, petit rappel quand même sur la situation de la conscription en Europe. Alors, c'est une carte que j'ai volée sur LCI parce que je trouve qu'elle est très bien. Et comme quoi, tu vois. Oh, il y a quand même des bonnes informations sur LCI. C'est quand même une chaîne qui, en dehors des propos qui sont tenus sur les tables, des tables rondes, des plateaux, il y a quand même des informations, heureusement. Donc, on voit les pays où il y a le service militaire a été rétabli, donc les pays, deux pays baltes, hein, la Lettonie, la Lituanie, l'Ukraine, bien sûr, et puis les pays où le service militaire reste obligatoire, la Grèce. J'ai été dernièrement en Grèce il y a un peu plus d'un an, donc on voit très clairement que c'est une armée de conscription. Hein. Il suffit de voir comment d'ailleurs les gens se comportent vis-à-vis des militaires. La Grèce, c'est un pays qui est très très patriote très nationalistes, en Autriche, hein, en Suisse, alors que ce sont deux pays neutres, en Finlande, bien sûr, en Estonie, et puis les pays où le service militaire a été rétabli, alors hommes et femmes, c'est la Norvège et la Suède. Alors, quelques observations, si ça t'ennuie pas Oui, de le rester un peu Danemark sur cette aussi, oui. carte, Oui, oui. quelques observations sur cette puissance extraordinaire militaire de l'Union européenne. Je ne parle pas matériel, hein, mais puissance militaire. Alors, d'abord, je vais rappeler ce que dit Emmanuel Todd, enfin ce qu'il dit, parce qu'il le formule, mais je suis absolument de cet avis, prétendre que la Russie veut s'attaquer à l'Europe, telle qu'elle est décrite là, pour penser ça ou pour dire ça, il faut être dérangé. Ce sont ses propres termes. Bon, c'est-à-dire que, et il a des arguments, il documente en expliquant que la baisse démographique de la Russie fait que dans les 5 ans qui viennent, elle va devoir régler certains problèmes comme celui de l'Ukraine, mais au-delà, elle n'a aucune envie de s'encombrer d'un certain nombre de boulets. Parce que
en 1991, la dislocation de l'Union soviétique, ça a été aussi le moyen de se débarrasser de boulets. Et je pense au pays du glacis, hein, au pays dit de démocratie populaire. Alors, nos amis suédois, ben oui, ils ont rétabli le service militaire, c'est formidable, ils sont 11 millions, il y a 30% de la population qui est d'origine étrangère, dont 20% qui sont alors carrément des immigrés africains. La Finlande, ils sont 5 millions. L'Estonie, Lettonie, Lituanie, agglomérés, on doit être à 3 millions, 4 Ouais, millions. ça. Voilà, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas sérieux. Quant à la Suisse, oui, bah, ils ont un système qui leur est propre et particulier, mais ça m'étonnerait qu'ils renoncent à leur neutralité et je serais très surpris que Vladimir Poutine veuille récupérer le canton de Genève. Non, non, tout ça, c'est pas très, très sérieux. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que ça a été loin sur la Suède. Je crois que c'est le chef d'état-major qui a dit oui, on va avoir la guerre, il faut que vous stockiez de l'eau, de la nourriture et tout. Et donc, il y a un certain nombre de personnes, de Suédois qui se sont précipités dans les magasins et qui ont vidé les rayons. Non, non, on reste dans une espèce de théâtre, de simulacre bizarre. Bizarre, c'est-à-dire que on prend ses désirs pour des réalités, on développe une propagande et on finit par y croire. Ça, c'est un mécanisme psychologique qui est assez impressionnant depuis le 24 février 2022. Oui, on est tout à fait dans un phénomène d'ingénierie sociale. Alors maintenant, notre président était en Suède, justement, puisque tu parlais de la Suède. Et là, très clairement, on voit que la France se positionne, cherche à se positionner comme le leader de la résistance face à l'agression russe en Ukraine, ce qui est un petit peu, on va dire, paradoxal sur le plan historique quand on connaît nos positionnements internationaux et diplomatiques historiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On était un peu le pays qui était singulier, à la fois courageux dans ses prises de position. On l'a vu en 2003 avec le discours de Villepin devant l'Assemblée générale des Nations unies. J'ai l'impression qu'on est en train d'enterrer très clairement la singularité internationale de la France et que il sera difficile de revenir sur notre positionnement antérieur et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en s'alignant, eh bien, comme on est une puissance moyenne et une puissance moyenne qui n'est pas forcément sur le plan militaire en train de s'affirmer ou même sur le plan économique en train de s'affirmer. On est plutôt actuellement dans une situation difficile et plutôt une situation de déclin, entre guillemets, quand on regarde notre aura diplomatique, ne serait-ce qu'en Afrique, par exemple, ou même dans le Moyen-Orient. Hein, toutes les initiatives qui ont été prises n'ont pas été suivies ou euh, prises avec intérêt par les différents protagonistes. Je rappelle qu'il y a eu cette fameuse proposition de coalition internationale contre le Hamas il y a quelques mois, qui avait été chuchotée à l'oreille du président par l'excellent Bernard-Henri Lévy, avec le succès que l'on sait. Donc, moi, je trouve ça plutôt dommage, hein, très clairement, puisqu'on a quand même des atouts qui assoient notre singularité, notamment notre force de dissuasion, et on va en parler après, nucléaire, qui est totalement autonome et qui défend les intérêts vitaux de la nation. Donc c'est un petit peu dommage. Et puis je pense qu'on est face à un déclin qui, sauf miracle, va être difficile à arrêter ou retourner. Alors maintenant, j'en arrive à la dissuasion nucléaire parce que dans ses discours, comme d'habitude, le président Macron, est-ce qu'il est pris par ses élans ou parce qu'il pense? Alors c'est un vieux sujet de dire que la dissuasion nucléaire pouvait être française, éventuellement étendue à l'Europe. Ça, c'était Jacques Chirac qui avait dit ces choses-là il y a quelques années. Hein. Alors on était plutôt dans une alliance stratégique militaire entre l'Allemagne et puis la France à cette époque-là, d'où toutes ces coopérations
franco-allemande qui avait été mise en place sur le plan militaire, la brigade franco-allemande, plusieurs projets communs. Il ne faut pas oublier que la dissuasion nucléaire, c'est défini tel quel, hein, c'est pour défendre les intérêts vitaux de la France. C'est-à-dire que le risque de vitrification mutuelle, on est prêt à le prendre quand nos intérêts vitaux sont menacés. Et je vois mal comment la dissuasion nucléaire de la France pourrait s'engager, hein, au risque de, puisque lorsque le pays s'engage dans une confrontation nucléaire, le risque c'est que le pays qui s'engage dans une confrontation nucléaire subisse une frappe nucléaire. Je ne vois pas comment la dissuasion nucléaire de la France pourrait être engagée avec ce risque de vitrification, par exemple, pour un conflit frontalier entre la Biélorussie et la Pologne, par exemple. Oui. Je trouve ça compliqué. Donc, soit c'est une incompréhension, soit c'est encore une fois une agitation communicationnelle dont a l'habitude notre président. Voilà, je pense qu'il faut le noter, mais ne pas y accorder trop d'importance. Alors maintenant, comme souvent, et je le dis, hein, c'est qu'on est face à un monde qui est complexe et où les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut nous les présenter. Puisque de manière très très bizarre, euh, la Russie va permettre la mise en orbite de satellites de reconnaissance français. Donc c'est un contrat, hein, qui me semble doit courir encore sur 2 ou 3 ans à partir de la base de Kourou. Voilà encore un exemple de la complexité du monde actuel, avec des espaces de confrontation, des espaces de compétition et des espaces de coopération. Maintenant, nous allons en venir à la situation politique en Ukraine qui devient de plus en plus compliquée, notamment au sommet de l'État ukrainien, entre ce divorce avoué, maintenant connu, et voire revendiqué par le président Zelensky et le chef d'état-major des armées, Zaloujny, sachant que la position du chef d'état-major des armées en Ukraine, sur le plan institutionnel, n'est pas aussi formalisée qu'elle peut l'être en France. Donc c'est quand même assez particulier, mais en tout cas, le poste existe. Et bien sûr, maintenant, on se demande qui pourrait remplacer Zaloujny et surtout, que pourrait faire Zaloujny à l'issue. Et ça, c'est un vrai sujet pour le président Zelensky. Alors, dans les candidats possibles, il y a bien sûr le chef d'état-major de l'armée de terre actuel, Syrski, et bien sûr l'ex-colonel Boudanov, qui a eu une progression de sa carrière très très rapide, puisqu'il était général de brigade en 2021, général de division en 2022 et général de corps d'armée en 2023. Donc c'est un officier de renseignement et des forces spéciales au départ, le général Boudanov. Donc c'est pas un officier qui a l'habitude de planifier et de conduire des opérations interarmées. C'est quand même les opérations interarmées sont des opérations qui sont très très complexes, qui demandent vraiment une pratique, hein, une formation pour cela. Si jamais le choix de remplacer le général Jalvini se portait sur le général Boudanov, je pense que ça serait presque une bénédiction pour les Russes, même si cette nomination correspondrait, entre guillemets, avec les orientations stratégiques de l'Ukraine qui seraient plutôt vers la mise en place d'une stratégie indirecte basée sur des frappes dans la profondeur et la poursuite de la pression sur la Crimée et sur la flotte de la mer Noire. Euh, c'est à suivre, mais la vraie problématique en fait pour les forces ukrainiennes maintenant, c'est de ne plus perdre de terrain, et donc l'enjeu, c'est le front terrestre. Alors, sur Budanov, c'est un gangster. Il est issu des services spéciaux, très lié au milieu ultranationaliste, il faut peut-être le rappeler. Oui, il était colonel le 24 août 2021. Il va être maréchal bientôt, je suppose. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème politique. Tu pointes une orientation stratégique, mais je crois que c'est un problème politique. Zelensky est en difficulté avec son armée. Et donc, il y a tout un tas de contradictions qui s'expriment. Moi,
comparaison n'est pas raison, mais ça me rappelle quelque chose. Quand fin 44, début 1945, Hitler avait nommé Heinrich Himmler commandant de l'armée de réserve, qui était le chef des SS, mais qui n'avait aucune espèce de qualité militaire quelle qu'elle soit. Mais comme après la tentative de coup d'État du 20 juillet, Hitler se méfiait de tout le monde depuis le début, d'ailleurs, il se méfiait de tout le monde, donc il avait donné des responsabilités. Alors les militaires qui restaient avaient réussi un petit peu à le circonvenir, mais la progression de Budanov, c'est ça. C'est pas bon signe, je dirais, politiquement pour Zelensky. Alors maintenant, pour en revenir à la situation en Ukraine, notamment la situation des financements divers, bon, on a parlé du niveau de corruption de ce pays qui malheureusement ne s'est pas arrangé avec la guerre, puisque la guerre, c'est une opportunité en général pour faire des affaires, hein. Ça s'est vu dans tous les pays en guerre, ça s'est vu chez nous pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ça se confirme encore plus en Ukraine, qui était un pays qui avait une énorme faiblesse sur ce plan-là. Et bien, dernièrement, il y a 40 millions de dollars qui ont été détournés et qui devaient permettre de produire 100 000 obus de mortier qui n'ont jamais été livrés. Alors vous imaginez, vous avez une armée qui est en déficit de munitions, très clairement, de munitions d'artillerie, et à l'arrière, vous avez de sombres personnages qui en profitent pour faire de l'argent sur le dos de l'armée, mais surtout sur le dos des soldats qui se battent au front, puisqu'à partir du moment où vous avez un déficit de rapport de feu entre les Russes et puis l'armée ukrainienne, et qu'à l'arrière, vous avez des individus qui détournent des sommes qui étaient destinées à produire des munitions d'artillerie, eh bien, très clairement, vous voyez que cette vision, la guerre est vécue en Ukraine de manière différente suivant les endroits où on se trouve. Alors maintenant, concernant l'appui occidental, je pense qu'il y a une initiative qui est plutôt bienvenue pour l'armée ukrainienne, parce qu'après l'échec des matériels occidentaux, on va le dire, hein, l'échec des chars occidentaux, qui sont peut-être très performants dans certaines conditions, mais qui sont surtout fragiles et compliqués à entretenir pour les Ukrainiens, qui, je le rappelle, avaient l'habitude d'avoir des chars de type ex-soviétique, avec équipage à 3 et chargement automatique. Alors des chars qui ont été très très décriés sur les plateaux télé, parce que de facto, lorsque la tourelle est touchée ou que les munitions sont touchées, comme les munitions sont en pied de tourelle, eh bien forcément il y a un effet bouchon de champagne qui se fait, et puis l'équipage de 3 hommes est mort, enfin du moins ceux qui sont déjà dans la tourelle, puisqu'après le pilote peut-être qu'il a encore quelques chances de s'en sortir. Mais en tous les cas, une initiative qui, à mon avis, va plutôt dans le bon sens pour les armées ukrainiennes, c'est la récupération d'une centaine de M84 koweïtiens, qui sont des T-72 améliorés par l'industrie, le complexe militaro-industriel yougoslave, enfin ex-yougoslave, et puis donc ce sont des matériels que les Ukrainiens connaissent, que les Ukrainiens savent servir et savent maintenir. Et je pense que d'une certaine manière, l'avenir de l'armée ukrainienne, si tant est qu'elle puisse avoir un avenir face à la poussée russe qui pourrait se matérialiser à l'issue des élections présidentielles de mars, c'est dans ces matériels d'origine soviétique qui sont capables de maintenir et qui sont rustiques, et qui résistent bien aux conditions du combat qui sont celles de ce front, j'allais dire du front de l'Est, qui sont celles du front ukrainien. Alors maintenant, une autre annonce. Alors c'est cette annonce des GLSDB qui sont des bombes qui ont été transformées en roquettes, hein. C'est des bombes planantes qui ont été transformées en roquettes et qui pourront être lancées par des lanceurs HIMARS ou des lanceurs de type M26. Euh, Qu'est-ce que je raconte là, je dis des bêtises. L'équivalent des HIMARS, mais sur chenille. Donc, c'est les LRU, les lanceurs de roquettes uniques, hein, qui sont, dont la France d'ailleurs a donné 4 exemplaires, 2 exemplaires l'année précédente et 2 exemplaires qui devraient être fournis cette année. Donc, c'est des moyens qui permettent également, comme les HIMARS, de frapper en gros à 150 km. Il devrait arriver à l'automne. Alors, à l'automne, il est probable et possible qu'il y ait beaucoup d'éléments qui aient changé sur le front terrestre. Donc, ça risque d'être trop tard, hein. C'est une annonce qui a été déjà, oui, qui a déjà été prévue d'être, ces armes ont déjà prévu d'être livrées en 2023, donc elles seraient livrées en 2024 à l'automne.
Maintenant, concernant la situation de la flotte de la mer Noire, alors ce sont des éléments que je suis de manière la plus précise possible, hein, peut-être que je me trompe, hein. En tout cas, le schéma de départ, c'est vraiment les navires majeurs de la flotte de la mer Noire. Cela veut dire que si on va sur Oryx, par exemple, que j'ai consulté dernièrement, vous allez voir beaucoup plus de navires qui ont été détruits ou endommagés, mais ce sont des petites unités. Ce sont des unités qui n'ont pas grand intérêt. Ce sont des vedettes, ce sont des péniches de débarquement, ce n'est pas significatif. Maintenant, lorsqu'on regarde vraiment les unités majeures de la flotte de la mer Noire, en l'état, entre ceux qui ont été endommagés et parfois réparés, et ceux qui ont été détruits de manière sûre, il y a 3 navires qui ont été détruits, le croiseur Moscova, cette semaine, une corvette Tarentule et un navire de débarquement de classe Ropucha. Attends, je reviens, j'ai un petit problème de batterie, voilà. C'est ça le direct, le faux direct. Et Absolument. voilà, voilà où on en est. Donc on a 12% de la flotte qui n'est pas disponible. Le vrai sujet, en fait, au-delà des annonces de Pierre Servant qui annonçait 25 bâtiments détruits de la flotte de la mer Noire, le vrai sujet pour cette flotte de la mer Noire, qui se trouve enfermée en fait en mer Noire et qui ne peut pas être recomplétée ou renforcée par d'autres bâtiments, c'est une forme d'attrition lente qui pourrait être réussie par les forces ukrainiennes au moyen de drones aériens, au moyen de missiles type Scalp ou d'autres types de missiles, hein, type mer-mer ou terre-mer, mais également, surtout, les drones navals hein, qui montrent de plus en plus leur efficacité. Et c'est une véritable. C'est vrai qu'on peut comparer cette guerre navale qui est conduite contre la flotte de la mer Noire par les forces ukrainiennes à celle que conduisait la Kriegsmarine contre la flotte britannique pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque la Kriegsmarine, ce n'était pas une flotte qui avait des grosses capacités, mais qui utilisait ce sous-marin. Et d'une certaine manière, les drones navals des forces armées ukrainiennes, ce sont en quelque sorte des U-boats des Ukrainiens. Donc, ils ne tiennent pas la mer, les Ukrainiens, mais ils gênent la flotte russe dans une frange d'espace maritime qui est bien cernée et comprise par les Russes. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont déplacé leur flotte sur Novorossiysk. Alors j'ai une question, Hervé, parce que on a eu droit naturellement avec la destruction, semble-t-il, de cette corvette, dis-tu, hein, petit navire, j'y connais rien, mais il y a une pression incontestablement sur la Crimée et sur la mer Noire, mais stratégiquement, qu'est-ce que ça peut apporter? Ah C'est-à-dire ben, que c'est un élément que j'avais développé dès octobre 2022. Je suis sur le plateau de l'excellente Élise Blaise lorsqu'elle m'avait invité et j'avais défini sur le plan stratégique en fait une fenêtre qui était intéressante pour les Ukrainiens qui étaient en train de développer, c'était en fait la pression sur la Crimée, la pression sur la mer Noire. Pourquoi? Parce que ça permet de faire pression sur un centre de gravité russe qui est la Crimée et la flotte de la mer Noire sans engager un centre de gravité ukrainien qui était déjà à l'époque très très amoindri, c'était les ressources humaines. Et cette pression sur la mer Noire et sur notamment la péninsule Crimée permet d'avoir éventuellement des gages à négocier en cas d'arrêt des hostilités et qu'on rentre dans un processus de négociation. Ça permettrait éventuellement de négocier peut-être une part du territoire contre des garanties de sécurité pour les Russes sur la Crimée. mais sur le plan opérationnel, là, pour l'immédiat, le fait de gêner les Russes, ils n'ont pas besoin de la mer Noire pour mener leur guerre, ou très peu, parce qu'il y a quelques navires. Oui, les navires qui participent à la frappe, aux frappes sur l'Ukraine, ce sont les navires qui sont cerclés en rouge. Alors j'ai bien justement, j'ai bien cherché à préciser les moyens qu'ils avaient, tous ces navires-là. Tous les autres, ce sont des navires qui ont des missiles, mais des missiles anti-navires en fait. Les navires qui sont, comme la corvette Tarentule, ce sont des navires qui sont utilisés pour contrôler en fait le blocus maritime et éviter qu'il y ait des bateaux céréaliers qui quittent les ports ukrainiens. Bon, de toute manière, il y a très très peu d'assureurs à ma connaissance, hein, il suffit de voir ce qui se passe en mer Rouge d'ailleurs, qui seraient prêts à garantir dans une zone de guerre assurer un navire. Donc je pense que
on est sur une stratégie qui cherche à mettre en difficulté la Russie, mais qui va au-delà des opérations militaires. Là. On est très clairement sur une stratégie globale en vue de pouvoir négocier quelque chose. Ou se fournir des éléments de communication permettant, Ouais. parce que ça, c'est Oui, aussi. dans l'aide à l'Ukraine, c'est très important. Mm. C'est-à-dire que quand Victoria Nuland va en Ukraine, il y a c'est pour essayer d'y régler sûrement des problèmes politiques, mais voilà, elle dit on va envoyer ci, on va envoyer ça, on va faire ça, il va y avoir de mauvaises surprises. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous les spécialistes de LCI se précipitent. Titelman va venir nous dire que c'est extraordinaire, que ça prouve bien que, etc. J'ai même lu, oui, vous comprenez, si les Russes ne maîtrisent pas la mer Noire, la flotte de l'OTAN va pouvoir rentrer, hein, dans la mer Noire. Non, mais c'est pas sérieux. Je veux dire, c'est comme ce soi-disant responsable anonyme britannique disant à la presse oui, oui, vous inquiétez pas, bientôt il va y avoir un corps expéditionnaire de l'OTAN qui va être envoyé en Ukraine. On va se rassembler et le présentant comme une hypothèse plausible. Et de la part des Britanniques, Ouais. effectivement, avec leur armée lilliputienne, c'est grotesque. Non, mais très clairement, quand tu regardes les moyens qui sont fournis actuellement à l'Ukraine ou qui vont être fournis, que ce soit le missile Scalp, les bombes planantes, enfin les roquettes planantes dont j'ai parlé à l'instant, ce sont des armes qui permettent de faire des frappes dans la profondeur. Ces frappes dans la profondeur, elles vont être orientées euh, sur la Crimée et sur la flotte de la mer Noire. Et c'est là où il y a cohérence des moyens qui vont être fournis par les Occidentaux sur la stratégie. Les Ukrainiens sont en difficulté sur le front terrestre. Il y a peu de chances qu'ils rétablissent la situation sur le front terrestre. Maintenant, il ne faut pas qu'ils perdent de terrain, bien sûr. Mais la réalité, c'est que le seul endroit sur le plan stratégique où les Ukrainiens peuvent damer le pion russe, c'est sur la Crimée et sur la mer Noire. Enfin, la mer Noire, sur la frange côtière de la mer Noire et surtout gêner la flotte russe de la mer Noire. La flotte russe de la mer Noire, elle ne reste pas dans ses ports. Elle sort, bien sûr, notamment pour assurer les frappes dont tu viens de parler. Mais dès qu'elle a terminé, elle rentre se mettre en protection, notamment dans le port de Novorossiysk. Et il y a encore quelques petites unités de second ordre qui se trouvent encore à Sébastopol. Et c'est vrai que Sébastopol maintenant a été évacué. D'une certaine manière, c'est une victoire euh, peut-être stratégique. Oui, c'est une victoire stratégique des Ukrainiens, puisque les Russes sont mis en difficulté quand même sur la plénitude de l'utilisation de la Crimée au plan militaire et au plan opérationnel. Alors maintenant, quand on regarde les centres de gravité, très clairement, les centres de gravité qui sont les plus attaqués, ce sont les centres de gravité ukrainiens. Les, les centres de gravité russes sont mis en difficulté sur la Crimée et sur la maîtrise de la mer Noire. Je dis la maîtrise de la mer Noire, on est sur une frange côtière, en gros, à 200 km des côtes ukrainiennes. C'est encore plus intéressant quand on regarde bien sûr les différents rapports de force, hein, suivant le type de force, que ce soit les forces terrestres, le rapport des feux, le rapport en guerre électronique, le rapport des forces maritimes ou le rapport des forces aériennes. On voit que c'est sur le rapport de la maîtrise de l'espace maritime qu'il y a, entre guillemets, pas égalité, mais qu'il y a vraiment sur ce plan-là une possibilité pour les Ukrainiens de challenger les Russes. Alors maintenant, si on s'intéresse au front terrestre, très rapidement, bon, sur Krinky, entre guillemets, le massacre continue. J'ai Oh, toujours du mal à comprendre. Alors, j'en ai pas parlé, mais il semble que la France soit en train de fournir des ponts flottants motorisés, des PFM, sont des moyens qui permettent de faire des va-et-vient d'une rive à l'autre. Une dizaine apparemment qui seraient à fournir par la France à l'armée ukrainienne. Donc est-ce que c'est une demande des Ukrainiens pour assurer un flot logistique sur Krinky? En tout cas, j'ai toujours du mal à comprendre cette opération, hein, qui est vraiment un massacre, parce que de toute manière, ce type de moyens,
qui sont des moyens, des gros moyens, s'ils commencent à traverser, ils vont se faire détruire comme les petites embarcations qu'utilisent les Ukrainiens. D'ailleurs, c'est pour ça que les Ukrainiens utilisent des petites embarcations, puisqu'elles sont tellement petites elles ne sont pas suffisamment importantes pour qu'elles soient ciblées par l'artillerie russe. C'est pour ça que les Russes utilisent avant tout des petits drones pour les cibler. Donc, bon, j'ai du mal à comprendre. Energodar, pour moi, ça reste toujours une interrogation, hein, puisque je considère que les forces qui sont engagées sur Krinkri auraient pu très bien être engagées sur Energodar. Maintenant, quand on s'intéresse au reste du front, et notamment sur Avdiivka, il y a eu une poussée très nette au nord du saillant d'Avdiivka de la part des Russes. Donc, alors quand je dis une poussée, c'est la flèche en rouge, hein, avec le risque d'avoir des forces ukrainiennes qui se trouvent dans la zone 1A, donc environ 2 compagnies qui pourraient être encerclées. Donc je le rappelle, on est quand même sur un combat urbain, avec un combat qui est très très dur, hein, puisque de toute manière, quelles que soient les difficultés vécues par l'armée ukrainienne sur le plan des effectifs et des moyens, c'est une armée qui se bat, et qui se bat de manière dure, hein, face à des attaquants qui sont aussi plutôt rustiques. Donc les combats restent durs et difficiles, et on est sur un terrain euh, qui est un terrain de combat urbain, et donc on est sur une échelle euh, peut-être de conquête de cette ville par les forces russes comparable à la durée de la bataille de Bakhmout, hein, donc globalement mai 2024. À moins d'une accélération des opérations à l'issue des élections présidentielles russes, avec une grande manœuvre opérative des forces russes, par exemple sur la trouée de Zaporizhzhia, ainsi de suite. Mais on n'en est pas encore là. Alors la poussée se continue bien sûr en d'autres zones du front, et notamment vers la rivière Oskol, hein, dans la partie nord du front. Donc très clairement, il y a une pression constante des forces russes sur tout le front, avec cette volonté de réaligner le front et de créer, comme je l'ai dit depuis plusieurs mois, des lignes de débouché pour une éventuelle offensive de printemps ou d'été des forces russes à l'issue des élections présidentielles. Donc je passe très rapidement. Voilà, on est là-dessus. Alors ne jamais oublier quand même qu'à minima, l'objectif stratégique des forces russes, pour être en cohérence avec les annexions décrétées par le président Poutine en 2022, ça serait de reconquérir les oblasts qui ont été annexés. Alors, est-ce que ces oblasts, si annexés une fois conquis, pourraient être tenables? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient des frontières qui pourraient être défendues? Euh, Ça, c'est une autre question, hein, puisque les frontières naturelles, si on s'intéresse à des frontières naturelles défendables, peut-être que ces frontières-là, de ces oblasts, ne sont pas défendables sur le plan opérationnel. Alors peut-être que les forces russes seraient conduites à procéder à d'autres conquêtes. En tout cas, on n'en est pas là, puisque pour l'instant, le front ukrainien tient. Alors, évidemment, si jamais il y a une offensive d'été et de printemps russe, on pourrait imaginer un axe d'effort sur la trouée de Zaporizhzhia et 2 axes secondaires vers Kharkiv et puis Kramatorsk. Alors, pour en revenir à la stratégie des belligérants sur 2024, bon, il est clair que la stratégie d'attrition des Russes va se poursuivre, puisqu'elle porte ses fruits. On le voit très bien quand on voit l'état des effectifs et des moyens de l'armée ukrainienne. Ensuite, par contre, il y a une stratégie qui est très opératoire des Ukrainiens, et à mon avis, ils vont vraiment la pousser, la développer à son maximum en 2024, c'est la pression sur la mer Noire et la flotte de la mer Noire, et bien sûr sur la Crimée. Alors la question pour la suite du conflit, bien sûr, et éventuellement de ces développements, c'est la question des effectifs pour l'armée ukrainienne et puis la question des réserves opératives pour l'armée russe. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que tu as des choses à Non, non, rajouter? non. Bon, on essaie sur cette chaîne, en toute modestie, de se projeter, hein, de faire des hypothèses qui se vérifient ou non. En tous les cas, on n'a pas été trop mauvais depuis quelques mois là-dessus. Alors maintenant, parlons un petit peu de désinformation. Eh bien, comme tu l'as dit, on est face à un phénomène d'ingénierie sociale avec ce discours de la guerre future contre l'OTAN et la Russie qui monte dans les médias, hein, c'est un narratif. Et on est face à un phénomène qui est comparable à celui que l'on avait vécu au moment du Covid, hein. On va tous mourir. Ben là, en fait, globalement, dans 10 ans, on sera tous en guerre contre la Russie. Donc, c'est à suivre. C'est intéressant sur le plan
de la manipulation de l'information et j'engage tous nos auditeurs à lire les ouvrages de Chomsky, notamment Entretien avec Noam Chomsky. C'est un livre qui est très intéressant et qui synthétise la pensée de ce chercheur qui a très bien compris et étudié dès les années 60 le phénomène de la propagande en système démocratique. Alors maintenant, deux comptes sur Twitter qui sont intéressants à suivre, hein, c'est Ananké Group et puis Un Baron Fou. Alors Ananké Group, je sais que c'est un ex-officier de l'infanterie de marine française. Et puis Baron Fou, je ne le connais pas, mais lui, vraiment, son compte Twitter est vraiment très, très intéressant. Il partage énormément d'informations. Et souvent, à partir de ces posts, je commence à fouiller d'autres informations. Donc, c'est vraiment des comptes que je trouve sérieux et puis critiques et factuels, même s'ils ont, comme nous, une opinion sur ce qui se passe. Et, euh, et maintenant, une vidéo qui est vraiment également intéressante et passionnante, hein, c'est la vidéo où l'ex-ambassadeur en Arabie Saoudite, Chas Freeman, développe tout l'environnement géopolitique qui a conduit à la guerre en Ukraine. Et c'est là où on peut voir qu'au sein de l'establishment US, tout le monde n'est pas forcément d'accord et en accord avec ce qui s'est passé et ce qui se passe. Et bien sûr, honneur au maître des lieux, l'excellente vidéo sur Toxin, sur Gaza, vidéo que tu as faite avec Alain Juillet, justement, Absolument, oui, oui. et que je conseille à tout le monde de regarder, puisqu'il y a vraiment l'aspect géopolitique et puis l'aspect juridique de la situation qui sont évoqués. Alors, merci de me mettre en avant comme ça. Euh, Quelques petites observations. Clémence Oudiakova est très vaillante. Elle a créé un média qui marche pas mal du tout et tout le monde s'y précipite. C'est assez intéressant. Bon, moi, j'ai une émission régulière, Police-Justice, où on parle assez peu souvent. Ça, c'était une émission spéciale sur le Moyen-Orient avec Alain Juillet. Oui, je recommande cette chaîne. Allez-y, abonnez-vous. Autre observation, c'est on a toujours cette agitation d'un certain nombre de, entre guillemets, experts. On avait parlé la semaine dernière de Titelman et puis cette journaliste dont le nom m'échappe à l'instant, disant qu'il disait pas n'importe quoi, Titelman, à Et propos Mortichou. Martichoux, oh là là, la célèbre Martichoux. Alors, moi, ce que je voudrais lancer un petit appel, c'est que je demande à ceux qui nous suivent, ceux qui nous aiment bien, de faire les captures d'écran nécessaires, d'aller chercher ce qui a été dit par les uns et par les autres depuis le début de ce conflit, parce que la fameuse phrase, c'est à la fin de la foire qu'on comptera les bouses. Moi, je n'ai pas le temps d'aller les chercher, les bouses. J'en ai quelques-unes, hein. Si, si, j'en ai quelques-unes. N'hésitez pas, si ça vous tente, d'aller voir ce que les uns et les autres ont raconté, les servants, les Pujadas, les Yakovlev et autres, sur la guerre. Ça vaut aussi pour ce qui se passe au Moyen-Orient. Donc, on a terminé. Bon, cher Hervé, tu peux peut-être Oui, revenir sur nos Minois en gros plan. non, mais je Voilà. voulais rester sur l'apothéose de la présentation Ah, avec ben les c'est questions. gentil, mais. Ah, donc, alors, on va vous donner rendez-vous pour notre émission hebdomadaire la semaine prochaine. S'il y a quoi que ce soit, bien évidemment, on serait peut-être amené à intervenir avant. D'ici là, je pense que je vais parler de bouquins, peut-être avec Hervé d'ailleurs. En particulier, je pense à celui de Jacques Beau. Je voudrais parler de celui d'Emmanuel Todd. Je crois que c'est indispensable. Alors j'ai réfléchi à peut-être une solution d'une intervention commune avec Jacques Sapir et Emmanuel Todd, mais bon, je ne sais pas si ce sera possible de le faire, puis il faut le faire à relativement brève échéance, parce que Todd est passé sur absolument toutes les chaînes, ce qui est normal, hein, c'est la promotion de son bouquin, et il a secoué le cocotier, c'était bon. Mais voilà, je ne sais pas s'il aura envie de poursuivre.
Jacques Beau, il faut en parler. Et puis, il y a le livre qui va sortir la semaine prochaine, le 7 février, je crois, de Jean-Robert Raviot, qui était intervenu chez nous au tout début, qui est un universitaire, qui est le directeur du département des études orientales de l'université de Nanterre, et qui sort un livre sur le retour de la puissance et le retour, entre guillemets, impérial avec un point d'interrogation de la Russie. Donc, il m'a donné son accord et je pense qu'à brève échéance, il viendra là aussi pour qu'on parle un petit peu et qu'on débatte autour des bouquins. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre attention. Nous allons profiter de notre week-end, hein, Hervé ayant déjà enfilé sa tenue sportive parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui est assez exigeant de ce point de vue-là. Moi, je l'ai été dans le passé, mais je le suis moins aujourd'hui. J'ai tort, je sais bien, mais je suis plus âgé que lui. Hein, je suis son aîné. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, C'est à toi très le maître. bientôt et merci de votre attention.